Art Basel et UBS ont publié un rapport sur le comportement des collectionneurs qu'ils appellent High Net Worth Individual. Donc, ce sont ces collectionneurs qui dépensent, qui ont une valeur individuelle supérieure à 1 million de dollars hors immobilier. Voilà, c'est une analyse sur l'année 2023 et le premier semestre 2024. Alors, nous allons analyser les conclusions importantes de ce rapport avec Delphine Brochant, qui est spécialiste dans la gestion de patrimoine artistique et fondatrice de Fine Art Consulting. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de rapports qui notent une année plus morose, qui notent une année difficile du marché de l'art. Et on remarque dans ce rapport qu'il y a tout de même une baisse de la dépense moyenne des collectionneurs, c'est high net worth, mais une stabilisation de la valeur médiane. Donc il marque bien cette différence entre dépenses moyennes et dépenses médianes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de la dépense moyenne et une stabilisation de la dépense médiane ? Alors, je pense tout d'abord du fait notamment de la résilience du marché, que cette baisse de valeur moyenne, elle est due à la réduction du haut du panier, en tout cas des transactions du marché de l'art, puisqu'il y a eu peut-être moins de liquidités en circulation pour le marché de l'art, dû notamment au climat incertain géopolitique, des guerres, inflation, etc. Il y a eu effectivement une certaine raréfaction sur des montants plus importants. Pour autant, ça reste quand même des montants relativement élevés si on regarde ces montants-là, parce que cette étude, effectivement, elle est, comme vous le disiez très justement, sur cette population qui a des liquidités hors assets, real estate et commerciaux supérieurs à 1 million de dollars. Mais il ne faut pas oublier que la moyenne des transactions dans le monde, si on est en dehors de ce secteur des high net worth individuals, confondus pour les ventes aux enchères et les ventes privées, c'est aux alentours de 10 000 dollars. Oui. Donc, ça reste quand même quelque chose de positif. Et puis, ne pas oublier aussi que le segment de marché sur lequel il y a la plus grosse, plus importante des progressions, ça concerne le segment de marché au-delà des 10 millions de dollars. Sur le rapport, c'est-à-dire que les plus grandes En fait, les progressions les plus importantes sur les acquisitions sont faites sur les segments de marché qui sont des transactions au-delà de 10 millions de dollars. Ce serait très conséquent. Et vous nous avez parlé du coup de ces raisons qui sont peut-être exogènes au marché, guerre, crise économique, etc., un climat incertain. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être peut-être liés plutôt à des facteurs internes, endogènes au marché de l'art ? Oui, tout à fait. Bon, ces événements, évidemment, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas, effectivement, faire l'économie de ce climat incertain, géopolitique, et penser qu'il n'a absolument aucun impact. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments aussi endogènes et je pense spontanément, et c'est ce qu'on peut en tout cas constater dans notre quotidien, que ça concerne la correction de marché, particulièrement qui a été opérée sur le secteur de l'art contemporain et plus particulièrement sur les artistes qui ont été surmarketés, voire surcotés, que ce soit par des maisons de vente ou par des galeries, avec des prix qui nous semblaient d'ailleurs parfaitement incohérents quand vous voyez des artistes qui ont parfois moins de 10 ans d'existence ou à peine une dizaine d'années d'existence et qui peuvent avoir des prix qui sont alignés avec les artistes historiques tels qu'un Picabia ou un Nicolas de Staël. Et je pense que ça impacte effectivement considérablement le marché. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu cette correction qui a été faite, mais de la part des marchands, et du coup les grands collectionneurs les plus fortunés ont émis des réserves sur l'achat de ces œuvres-là parce qu'ils ont eu un manque de confiance par rapport au prix. C'est ça que vous essayez de nous dire ? Oui, je pense que vous avez effectivement mis le doigt sur le facteur le plus important, parce qu'on s'interroge s'il y a eu ou pas une crise économique du marché. Donc par rapport aux éléments exogènes que vous venez de citer, oui, il y a une partie de crise économique, mais je suis intimement persuadée que le
le vrai souci, s'il y a pu avoir un frein à certains niveaux du marché, concerne davantage une crise de confiance pour des raisons tout à fait légitimes et normales quand on voit des bulles spéculatives extrêmement importantes qui ont pu s'opérer, notamment toujours dans le secteur du contemporain. Vous prenez un exemple concret, j'ai eu le cas il y a quelque temps avec un artiste contemporain qui faisait les couvertures des catalogues de vente aux enchères, des Day-Sales chez Christie's, Sotheby's, il y a encore quelques années. Et cet artiste, Sterling Robbie, qui se vendait aux alentours de $200,000 et qui aujourd'hui est valorisé aux alentours de $60,000, mais sur lequel, même si vous vouliez le vendre aux alentours de $60,000, vous avez du mal à avoir un marché secondaire. Je lisais ce matin qu'il y a une artiste américaine, je ne me souviens plus de son nom, mais une artiste américaine d'environ 32 ans qui a été soutenue par des grandes galeries et dont la valeur s'est carrément écroulée entre 80 et 90%. Donc évidemment, il y a certains cas isolés, hein, Dieu merci, ce n'est pas le cas pour l'ensemble du marché, mais il est tout à fait légitime que si on se met à la place de ces acheteurs qui font les foires ou les maisons de vente et qu'ils reçoivent un discours particulièrement élogieux et même rassurant sur des artistes contemporains et qui voient peu de temps après une cote s'écrouler, il est certain que, je pense que pour certains, ça peut considérablement les freiner dans leurs acquisitions. Pour d'autres, ils vont peut-être continuer à soutenir la scène émergente parce qu'on le voit dans le rapport, il y a toujours plus de la moitié des achats qui sont faits vers des artistes émergents, mais il va y avoir des montants qui vont être inférieurs. Ces montants-là, aujourd'hui, sont aux alentours entre 50 et 100 000 $. Aujourd'hui, ils seraient inférieurs à 50 000 $. Et ça nous permettrait peut-être de faire le lien et d'avoir une meilleure compréhension avec cette valeur moyenne aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure qui a été en baisse. Parce que justement, comment tout ce qu'on a dit là peut se répercuter sur le comportement des acheteurs? Est-ce que du coup ils vont se tourner vers des acteurs du marché de l'art spécifiquement? On voit que c'est vrai qu'ils se tournent de plus en plus vers des galeristes et des marchands, peut-être des personnes, des êtres humains avec lesquels ils peuvent avoir des relations directes et non pas des ventes en ligne. Mais est-ce qu'il y a un portrait robot, dirait-on, de l'acheteur qui va être modifié par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Alors d'abord, quand vous parliez, peut-être pas des rapports humains, peut-être pas que des personnes en ligne, ce rapport disait une chose très intéressante sur ces high net worth individuals. Ils sont toujours environ 88% à acheter en présentiel. Donc évidemment, cette approche humaine que vous soulevez à juste titre, elle est extrêmement importante puisqu'on touche à l'intime des personnes quand on les accompagne pour une acquisition d'œuvres d'art. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un intérêt, il y a eu un intérêt en tout cas marqué dans ce rapport, plus important pour les personnes qui ont acheté envers les galeries. Je pense que ça pourrait s'expliquer parce que les galeries ont peut-être une dimension humaine plus importante, avec un contact d'emblée plus facile, même si vous avez des Gagosian ou des Other & Wears qui sont installés sur les quatre coins de la planète, c'est vrai que vous avez une dimension, j'ai envie de dire, qui vous met plus à l'aise que quand vous rentrez dans une maison de vente. Quand vous visitez les foires également, même si vous êtes novice, c'est extrêmement facile de pouvoir rentrer en contact avec les propriétaires et les décideurs des galeries. Donc je pense que ça permet effectivement de pouvoir rassurer les éventuels acquéreurs, mais il y a aussi d'autres critères que je trouve intéressants à soulever, notamment la ligne artistique que vous avez dans des galeries. Vous prenez une excellente galerie comme Applica Prazan, Franck Prazan va toujours présenter le même type d'artiste qu'il soutient, École de Paris, après-guerre, etc. depuis un certain nombre d'années. On l'a vu encore à Art Basel, vous aviez un superbe de Stahl, Soulage, Hartung, etc. Donc les clients se retrouvent sur un terrain confortable. Et quand vous regardez les lignes de développement et business model aussi des maisons de vente aujourd'hui, même si ça reste des maisons de vente aux enchères, parce que vous avez toujours des enchères qui s'y tiennent. Pour autant, vous avez des business development qui sont aujourd'hui beaucoup plus diversifiés. On peut davantage parler d'ailleurs de Luxury Center, dont le Fine Art va devenir une business unit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, parce que je pense qu'ils ont complètement raison de profiter des synergies qu'il peut y avoir entre le luxe et l'art, mais peut-être que les clients aussi s'y retrouvent un petit peu moins.
Eh bien, merci beaucoup Delphine Brochant de nous avoir aidé à analyser les conclusions importantes de ce rapport. Je rappelle que vous êtes spécialisée dans la gestion de patrimoine artistique et fondatrice de Fine Art Consulting. Merci beaucoup et je voudrais rajouter juste une dernière chose pour vos auditeurs, de jamais oublier que ce n'est pas le prix de l'œuvre qui fait sa qualité, mais bien la qualité qui fait le prix d'une œuvre. Merci sur ces bonnes paroles. Je vous remercie à tous Merci et tous à vous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.